En 48 heures, 3 villes du nord du Burkina Faso ont été transformées. 147 combattants ont été neutralisés, mais seulement 6 soldats ont perdu la vie, tandis que plus de 15 000 civils ont retrouvé leur liberté. Ce tournant a été orchestré par un jeune capitaine, Ibrahim Traoré. Comment une opération aussi rapide, surnommée la foudre du Sahel, a-t-elle pu renverser une situation aussi complexe? Derrière ces chiffres se cache une stratégie unique, révolutionnant non seulement la sécurité du Sahel, mais aussi l'idée de souveraineté africaine. L'opération Sahel Thunder n'était pas seulement une victoire militaire, elle symbolisait bien plus, un renversement stratégique et un message de souveraineté pour toute l'Afrique. Le capitaine Ibrahim Traoré, à la tête de cette offensive, a démontré qu'une armée africaine peut non seulement libérer son territoire, mais aussi protéger ses civils avec une précision inédite. Les enjeux étaient immenses. L'avenir de milliers de vies humaines dépendait de la réussite de cette mission. Si l'opération échouait, les insurgés se réorganisaient, repoussant la stabilité et la légitimité de l'État burkinabé. Mais, si elle réussissait, elle ouvrait une nouvelle ère de coopération régionale, de mobilisation populaire et de renforcement de la confiance en l'État. C'était un test pour l'Afrique du Sahel. La question reste: cette victoire est-elle le début d'une nouvelle dynamique sécuritaire ou simplement une parenthèse fragile? Le 15 septembre 2025, une offensive militaire d'une précision spectaculaire a marqué un tournant historique pour le Burkina Faso et le Sahel. Baptisée Sahel Thunder, cette opération a permis de libérer 3 villes stratégiques dans le nord du pays en seulement 48 heures. 147 combattants ont été neutralisés et 12 camps d'entraînement ont été démantelés. Ce qui est frappant, c'est la disproportion entre les pertes humaines. 6 soldats burkinabés sont tombés, tandis que plus de 15 000 civils ont retrouvé leur liberté. Cela démontre une efficacité rarement vue dans des opérations militaires en Afrique, où les pertes humaines sont souvent bien plus élevées. Le succès de cette opération s'explique par une préparation méticuleuse, combinant une collecte de renseignements locaux, des repérages par satellite, des interceptions radio et une coordination aérienne de haute précision. Les forces burkinabées et maliennes ont agi de concert, avec une parfaite synchronisation des mouvements au sol et dans les airs. Cette offensive a été supervisée directement par Ibrahim Traoré depuis le quartier général de Ouagadougou, soulignant un changement majeur dans la gouvernance militaire du pays. Ce n'était plus Paris ou Washington qui dictaient les actions, mais bien les autorités locales, une première dans l'histoire récente du pays. L'un des moments clés de l'opération a été la prise de la ville d'Arbinda, où un vieil imam, Soleiman Sawadogo, a accueilli les soldats avec des larmes de joie, témoin de la libération des civils après 8 mois de terreur. À quelques kilomètres, Fatima Vedra Hugo, une éleveuse, a vu ses enfants redevenir libres, symbolisant ainsi la renaissance de la vie dans les zones libérées. L'émotion qui a suivi cette offensive est indéniable, marquée par un sentiment de fierté nationale. Mais au-delà de la victoire militaire, il y a un défi de longue haleine à maintenir cette stabilité et à reconstruire ces régions, tout en consolidant la légitimité du gouvernement. Les premières images de cette reconquête ont été un symbole de la souveraineté retrouvée, mais la question demeure: pour combien de temps? L'opération Sahel Thunder a non seulement eu un impact militaire majeur, mais elle a également changé le quotidien de milliers de civils. Les routes fermées depuis des mois ont été rouvertes, les marchés ont retrouvé leur activité et les écoles ont rouvert leurs portes. Ces signes tangibles de retour à la normalité étaient un témoignage frappant du changement, mais aussi du défi de maintenir cette dynamique. L'une des premières actions après la libération des villes a été l'aide humanitaire d'urgence. 48 camions de vivres, 24 équipes médicales et 12 convois de reconstruction ont été envoyés dans les 72 heures suivant l'opération.
Cela a permis de relancer immédiatement les bases de la vie civile dans les régions récupérées. La différence par rapport aux précédentes opérations militaires dans la région était palpable. Moins de pertes humaines, une meilleure coordination et surtout une mobilisation populaire inédite. Les civils, qui avaient vécu dans la peur pendant des mois, ont accueilli les soldats avec gratitude. À Arbinda, par exemple, les habitants ont offert de la nourriture et de l'eau aux forces armées, un geste qui témoignait du renouveau de la confiance envers l'État. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le retour à la normalité a été non seulement une victoire militaire, mais aussi une victoire symbolique. L'armée est redevenue celle du peuple, et la reconquête n'était plus seulement territoriale, mais aussi psychologique. Le Sahel, longtemps perçu comme dépendant des interventions étrangères, a montré qu'il pouvait prendre son destin en main. Toutefois, la véritable question reste. Ce renouveau peut-il durer ou sera-t-il effacé par une nouvelle menace? L'opération Sahel Thunder a été une réussite rapide, mais son succès ne se limite pas à la simple neutralisation de combattants ou à la libération de villes. Elle représente un changement fondamental dans la manière dont le Burkina Faso et, plus largement, le Sahel abordent leur propre sécurité. Le 15 septembre 2025, les unités burkinabées et maliennes ont lancé une offensive simultanée sur 3 axes principaux, à Tao, Arbinda et Kouroro, 3 villes clés dans le nord du pays. En seulement 48 heures, cette opération a libéré plus de 15 000 civils et neutralisé 147 combattants. Le timing et la coordination étaient cruciaux. Chaque mouvement a été planifié au détail près, en utilisant une combinaison de renseignements locaux et de repérage par satellite. Le commandement burkinabé, dirigé par Ibrahim Traoré, a mis en place un dispositif exceptionnel avec des frappes aériennes guidées par des drones et une couverture terrestre précise. À Tao, par exemple, l'affrontement a duré 8 heures avant de se conclure par la destruction d'un important camp de base des insurgés. La route d'approvisionnement bloquée depuis plusieurs mois a été rouverte avant la tombée du jour, rendant le contrôle plus durable. Les soldats burkinabés et maliens ont fait preuve d'une discipline exemplaire. À Harbanda, l'intensité du combat était telle que 31 insurgés ont été encerclés dans 4 camps. Les frappes de drones ont permis de réduire les pertes humaines, un contraste frappant avec les années précédentes où les opérations militaires se déroulaient de manière moins structurée, souvent avec de lourdes pertes humaines. L'effort de coordination entre les forces locales et la précision des frappes ont été salués par les observateurs militaires internationaux comme un modèle de gestion des ressources militaires dans un contexte de guerre asymétrique. Ce qui a marqué cette offensive, au-delà des résultats purement militaires, c'est l'engagement des civils. À mesure que les forces armées pénétraient les villes libérées, des scènes de solidarité ont émergé. Des habitants, autrefois hostiles ou indifférents à l'armée, ont offert de l'eau, de la nourriture et des fleurs aux soldats. Ces gestes symboliques ont renforcé l'idée que l'armée burkinabé n'était pas seulement une force d'occupation, mais un acteur qui redonnait de l'espoir et de la dignité aux populations locales. Le bilan humain est remarquable. 6 soldats burkinabés tués et 18 blessés. Ces chiffres, bien qu'élevés pour les familles concernées, restent faibles au regard de l'ampleur de l'opération. Comparé à l'ennemi, qui a perdu 187 combattants, le rapport de pertes humaines en faveur des Burkinabés est un exploit. Les observateurs ont souligné que cela témoignait de la rigueur de la préparation de l'opération, de l'efficacité des équipes de renseignement et de la discipline des troupes. Mais cette victoire rapide et nette cache une réalité complexe. La stabilisation du territoire libéré et le maintien de la paix en Occidentalité ne seront pas simples. Les groupes armés ne sont pas totalement éradiqués et peuvent revenir sous une forme ou une autre. La reconquête psychologique est aussi importante que la reconquête militaire. Le pays doit reconstruire ses institutions et son tissu social afin d'empêcher que les populations ne retournent à la dépendance vis-à-vis des groupes extrémistes.
L'ampleur du succès a été saluée à l'échelle régionale. Le Mali et le Niger, pays voisins, ont exprimé leur soutien, voyant dans cette opération un modèle de coopération transfrontalière. Toutefois, la fragilité de la situation reste présente. L'État burkinabé doit maintenant réussir à maintenir la dynamique positive créée par l'opération, en évitant que la situation ne se détériore à nouveau. Les chiffres sont indéniables. 147 combattants neutralisés, 12 camps démantelés et plus de 15 civils libérés en seulement 48 heures. Ces résultats, qui semblent presque irréels, ne sont pas le fruit du hasard, mais d'une planification méticuleuse et d'une exécution parfaitement coordonnée. Toutefois, ces statistiques ne racontent qu'une partie de l'histoire. Derrière ces chiffres se cachent des changements profonds qui redéfinissent le paysage sécuritaire du Burkina Faso et du Sahel. Le premier élément frappant est la proportion de pertes humaines. 6 soldats burkinabés sont tombés au combat, un chiffre exceptionnellement bas pour une opération de cette envergure. Cette performance est le résultat direct d'une préparation approfondie et de l'utilisation de technologies de pointe, telles que les drones de surveillance et les frappes aériennes guidées par satellite. Ces dispositifs ont permis de localiser précisément les positions ennemies et d'éviter des pertes civiles supplémentaires. Comparativement, dans d'autres conflits similaires, les forces en présence ont souvent dû faire face à des bilans bien plus lourds. La libération de plus de 15 000 civils, dont une grande majorité de femmes et d'enfants, constitue un autre indicateur clé de la réussite de cette opération. Les chiffres montrent que 7 800 femmes et enfants ont été libérés, soit plus de la moitié des personnes sauvées. Cette dimension humanitaire de l'opération, peu souvent soulignée dans les rapports militaires, a joué un rôle essentiel dans le soutien populaire à l'initiative. Dans les semaines suivant l'opération, les autorités ont commencé à rétablir les services de base, comme les écoles, les centres de santé et les marchés. Plus de 180 écoles ont rouvert leurs portes, et les routes, fermées depuis des mois, ont été rouvertes, stimulant ainsi l'économie locale. Le retour de la connectivité a été crucial. Plus de 120 routes secondaires ont été rétablies, permettant aux habitants de reprendre leurs activités économiques, et particulièrement le commerce local. Ce rétablissement des échanges économiques a entraîné une augmentation immédiate des transactions agricoles, qui ont repris à 70% de leur niveau d'avant-crise. Les prix des produits agricoles ont légèrement baissé, stimulant ainsi la consommation et rétablissant la confiance au sein des communautés locales. Sur le plan sécuritaire, l'impact a été tout aussi remarquable. Le ratio de pertes humaines par rapport à l'ennemi est désormais 5 fois plus faible qu'auparavant. En 2022, les armées de la région subissaient en moyenne 30 morts par semaine sur le front nord. En 2025, ce chiffre s'est tombé à seulement 6 morts pour 547 combattants ennemis neutralisés. Ce changement radical illustre une rupture dans la gestion des conflits, basée sur une meilleure utilisation des ressources et une plus grande efficacité tactique. Les résultats quantitatifs sont également visibles sur le terrain. Dès les premières semaines suivant l'opération, les autorités burkinabées ont déployé 48 camions de vivres, 24 équipes médicales et 12 convois de reconstruction dans les zones libérées. Cette aide immédiate a permis de stabiliser rapidement les régions concernées, tout en envoyant un message fort aux populations. L'État était là pour les soutenir et reconstruire. Malgré ces succès impressionnants, il est important de souligner que la stabilité reste fragile. Les insurgés ne sont pas entièrement éliminés et pourraient, à terme, réorganiser leurs forces. L'important, pour le gouvernement, sera de maintenir cette dynamique et de garantir la sécurité à long terme pour les populations, tout en consolidant la gouvernance et la légitimité de l'État. D'un côté, les partisans de l'approche burkinabé et malienne considèrent cette offensive comme un modèle de souveraineté et de coopération régionale. Pour eux, la réussite de cette opération n'est pas une simple coïncidence, mais un résultat de la mise en place d'une stratégie fondée sur un renseignement local précis, une logistique simplifiée et une coordination aérienne efficace. Ces partisans soulignent que, pour la première fois, un pays du Sahel a pris son destin en main, sans l'aide directe des puissances
étrangères. En d'autres termes, l'opération Sahel Thunder ne serait pas seulement un triomphe militaire, mais aussi un symbole de la capacité de l'Afrique à résoudre ses propres problèmes de sécurité sans l'intervention de puissances extérieures. Cependant, cette vision est critiquée par ceux qui doutent de la durabilité de ce modèle. Les critiques, en particulier dans les chancelleries européennes et les milieux diplomatiques internationaux, estiment que l'opération, bien que réussie sur le plan tactique, reste une initiative fragile. Selon eux, l'absence d'une structure de gouvernance robuste après l'opération pourrait permettre aux groupes armés de se réorganiser et de reprendre le contrôle de certaines régions. En d'autres termes, bien que la victoire sur le terrain soit indiscutable, elle ne garantit pas une paix durable, et l'enjeu central reste la capacité du gouvernement burkinabé à maintenir l'autorité dans les zones libérées. Les critiques mettent également en lumière le fait que l'opération pourrait avoir été amplifiée par la communication officielle, donnant une image plus positive de la situation qu'elle ne l'est en réalité. Le faible nombre de pertes humaines parmi les forces burkinabées est certes impressionnant, mais certains observateurs se demandent si cela n'a pas été le fruit d'une propagande visant à masquer d'autres faiblesses, notamment la gestion post-opérationnelle. Ainsi, les partisans et les détracteurs s'accordent sur un point. La question de la durabilité de la victoire est essentielle. Si le Burkina Faso ne parvient pas à établir une paix durable et à reconstruire les infrastructures sociales, économiques et politiques dans les zones libérées, le risque est grand que l'opération Sahel Thunder ne soit qu'une victoire temporaire, un succès éphémère dans un contexte de fragilité persistante. Sahel Thunder a bouleversé les attentes, mais une vérité fondamentale émerge clairement. La reconquête ne se limite pas à la neutralisation des ennemis. Elle implique la reconstruction durable des communautés. L'une des révélations marquantes de cette offensive a été l'impact immédiat sur les habitants des villes libérées. Après des mois d'enfermement et de terreur, la réouverture des marchés et des écoles a marqué un retour à la normalité. Ce n'était pas simplement un rétablissement de l'ordre, mais un témoignage de l'engagement profond de l'État burkinabé pour restaurer la confiance populaire. À Arbinda, par exemple, les habitants ont salué les soldats comme des héros, non seulement pour leur rôle dans la sécurité, mais aussi pour la promesse d'un avenir retrouvé. Cependant, malgré ce renouveau apparent, une tension demeure. La véritable question n'est pas seulement de savoir comment une telle victoire a été remportée, mais si ce modèle peut être reproduit à long terme. La stabilité sur le terrain est essentielle, mais elle doit être suivie d'une action rapide pour reconstruire l'État de manière solide et durable. La sécurité sans gouvernance locale véritable reste fragile. L'impact de l'opération Sahel Thunder s'étend bien au-delà des chiffres de combattants neutralisés et de civils libérés. La reconquête du nord du Burkina Faso a eu des répercussions profondes sur la vie quotidienne des habitants, mais aussi sur l'équilibre régional. Le retour à la normalité dans les villes libérées s'est accompagné de la réouverture des marchés, des écoles et du retour des services de santé, permettant de raviver l'économie locale. Toutefois, l'importance de ces événements ne réside pas seulement dans ces rétablissements immédiats. Ce qui a véritablement changé, c'est la perception des civils vis-à-vis de leur propre sécurité. Après des années d'insécurité, les habitants des zones libérées ont retrouvé un sentiment de stabilité qu'ils n'avaient pas connu depuis longtemps. Le retour à la vie normale a également pris une forme humaine, plus tangible encore. Les enfants ont retrouvé le chemin de l'école, les femmes ont recommencé à vendre leurs produits au marché, et les habitants ont recommencé à cultiver leurs terres. Le taux de reconquête de 31% du territoire par rapport à l'avant-crise en 2025 montre clairement les progrès réalisés, mais la question centrale demeure. Cette réouverture des territoires peut-elle s'ancrer durablement ? Cependant, cette réussite s'accompagne d'un coût à long terme pour la population. Les civils qui ont vécu dans des conditions extrêmes pendant des mois doivent désormais se reconstruire. L'ONU a estimé que plus de 1,5 million de personnes avaient été déplacées en raison des combats.
Et bien que de nombreux réfugiés soient rentrés, le processus de réintégration reste complexe. De plus, la fragilité des infrastructures dans ces régions pourrait rendre cette réintégration difficile sans un soutien international continu. Au-delà des frontières du Burkina Faso, l'opération a eu des répercussions sur la stabilité régionale. Le Mali et le Niger ont salué la coopération transfrontalière entre les forces maliennes et burkinabées, et ont même envisagé de mettre en place des mécanismes plus formels pour renforcer cette collaboration. Les forces de l'Alliance Sahel ont pris note de la réussite de l'opération et ont exprimé l'espoir de pouvoir appliquer ce modèle à d'autres régions du Sahel. Cependant, ces initiatives de coopération régionale doivent être suivies par des actions concrètes, telles que des patrouilles communes et un échange d'informations sur les menaces transfrontalières. Pour le gouvernement burkinabé, le défi sera de maintenir la pression sur les groupes armés restants tout en consolidant les gains obtenus. Si les insurgés peuvent se regrouper dans les régions frontalières, leur résurgence serait une menace réelle. La vraie victoire, à ce stade, réside dans la capacité à rétablir la gouvernance, assurer la sécurité et renforcer la cohésion sociale, en garantissant que les promesses de rétablissement ne se transforment pas en un nouveau cycle de violence. L'avenir du Burkina Faso dans les 6 à 12 prochains mois dépendra de plusieurs facteurs clés. En premier lieu, la stabilité sécuritaire et la capacité à maintenir la paix. La paix dans les régions récemment libérées seront essentielles. 3 scénarios peuvent être envisagés, chacun ayant des conséquences profondes pour la population, la gouvernance et la stabilité de la région. Le scénario de base, le plus optimiste, prévoit que le gouvernement burkinabé réussisse à maintenir la sécurité dans les zones libérées, grâce à une coopération continue entre les forces burkinabées et maliennes. L'armée pourra repousser les groupes armés restants grâce à des patrouilles régulières, tandis que les autorités locales, renforcées par des aides internationales, entreprendront des projets de reconstruction. Les marchés continueront de fonctionner à pleine capacité et les services essentiels, comme l'éducation et la santé, reprendront à un niveau presque normal. Ce scénario est soutenu par un plan de reconstruction qui permettra de redresser rapidement l'économie locale, en particulier dans l'agriculture et le commerce. La cohésion sociale se rétablira lentement, mais sûrement, et les civils reprendront confiance en l'État. Ce scénario, bien que difficile à atteindre, offrirait un avenir prometteur pour le Burkina Faso. Le scénario optimiste, encore plus favorable, pourrait se produire si, en plus de la sécurité, le gouvernement réussit à établir une gouvernance locale solide. Si la confiance entre les civils et les autorités se renforce, et si l'administration publique est rétablie à travers le pays, cela pourrait marquer le début d'une véritable reconstruction politique et sociale. Dans ce cas, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de résilience en Afrique de l'Ouest, attirant l'attention internationale pour sa capacité à se relever après une crise aussi grave. Le pays pourrait alors amorcer un processus de décentralisation véritable, où les communautés locales participent activement à la gestion de leurs affaires, tout en soutenant une économie régionale renforcée. Enfin, le scénario pessimiste, le plus sombre, reste celui où l'insécurité persiste et où les groupes armés parviennent à se réorganiser dans les zones frontalières. Si les forces militaires ne réussissent pas à maintenir la pression et à sécuriser durablement les territoires reconquis, des affrontements pourraient éclater à nouveau. Cela pourrait conduire à une nouvelle vague de déplacés internes, à la reprise de la violence dans les villes libérées et à un effritement rapide de l'autorité de l'État. Si la reconstruction économique échoue, des tensions sociales et politiques pourraient émerger, érodant encore la confiance du peuple dans le gouvernement. Dans ce cas, le Burkina Faso risquerait de retomber dans un cycle de violence, avec des répercussions non seulement pour le pays, mais aussi pour l'ensemble de la région du Sahel. Dans tous ces scénarios, la coopération régionale sera cruciale. Les relations avec le Mali et le Niger, ainsi que l'engagement des partenaires internationaux, joueront un rôle déterminant.
Le gouvernement burkinabé devra également investir dans le renforcement de ses institutions pour garantir que les gains réalisés ne soient pas effacés par des faiblesses internes. Les événements récents au Burkina Faso, en particulier l'opération Sahel Thunder, ont des implications non seulement pour la région, mais aussi pour la perception que nous avons de la souveraineté africaine et de la capacité des États africains à résoudre leurs propres crises. Il est facile de voir cette opération comme un simple combat militaire, mais elle porte en elle une leçon bien plus profonde. Un peuple peut se lever pour reprendre le contrôle de son destin. Cette réalité, qu'elle soit vécue par les habitants d'Arbinda ou partagée par les forces burkinabées et maliennes, souligne une vérité essentielle. Le pouvoir de changer les choses réside dans les mains des acteurs locaux. Ce qui s'est passé dans le nord du Burkina Faso résonne bien au-delà des frontières de ce pays. L'impact de la reconquête dépasse la simple dynamique géopolitique. Les générations futures du Sahel, et même de l'Afrique dans son ensemble, verront cette opération comme un tournant dans la manière dont les pays africains abordent la sécurité, la gouvernance et la reconstruction. La question est maintenant de savoir si cette dynamique peut être soutenue à long terme. Le Burkina Faso, un pays longtemps perçu comme vulnérable et dépendant des soutiens étrangers, est désormais dans une position de force. Mais cela ne signifie pas que la guerre est gagnée ou que la paix est acquise. Le rôle des citoyens, des institutions locales et de la coopération régionale sera plus crucial que jamais pour garantir que les progrès réalisés ne soient pas inversés. Il est maintenant temps de se demander, et vous, en tant que spectateur, quel rôle jouez-vous dans cette histoire de résilience et de changement? Participez-vous à la conversation? Partagez-vous ces récits de renouveau? Parce qu'au-delà des chiffres et des cartes, c'est la société civile, l'engagement des individus et des communautés qui façonneront l'avenir du Sahel et au-delà. Le chemin vers une paix durable au Burkina Faso et dans la région du Sahel dépend d'une série d'actions concrètes qui doivent être mises en place dans les 6 à 12 prochains mois. La première étape essentielle est de garantir la sécurité continue dans les régions récemment libérées. Les forces burkinabées et maliennes devront maintenir une présence militaire stable, avec un focus sur les zones frontalières où les groupes armés pourraient tenter de se réorganiser. Des patrouilles communes ainsi qu'un partage d'informations entre les forces régionales seront cruciaux pour prévenir toute résurgence de la violence. La deuxième priorité est de renforcer la gouvernance locale. La décentralisation du pouvoir vers les autorités régionales et locales doit être accélérée, permettant aux communautés de prendre une part active dans la gestion de leur sécurité et de leurs affaires quotidiennes. Cela inclut la formation des leaders locaux, la mise en place de mécanismes de justice communautaire et la restauration des services publics, comme l'éducation, la santé et les infrastructures. Le retour des autorités locales dans les zones libérées sera essentiel pour éviter un vide de pouvoir qui pourrait être exploité par des groupes radicaux. Troisièmement, la reconstruction économique doit se concentrer sur la revitalisation des secteurs agricoles et commerciaux. Les autorités burkinabées ont déjà commencé à injecter des fonds dans l'agriculture et à réhabiliter les circuits commerciaux, mais ces efforts doivent être intensifiés. Un soutien accru aux petites entreprises locales et à l'agriculture de subsistance aidera à relancer l'économie des zones libérées. En parallèle, les investissements dans les infrastructures, comme les routes et les écoles, renforceront la résilience de la région face à de futures menaces. Finalement, la coopération internationale et régionale doit être consolidée pour assurer une approche collective face aux défis sécuritaires. Le Burkina Faso ne peut pas réussir seul. Il faudra renforcer les alliances avec le Mali, le Niger et les autres partenaires internationaux pour partager les ressources, les renseignements et les responsabilités en matière de sécurité. À Arbinda, un vieil imam nommé Souleymane Sawadogo a observé l'arrivée des soldats burkinabés avec une émotion palpable. La prière de tout un peuple vient d'être exaucée, a-t-il dit, sa voix tremblante.
Cette scène, capturée par les caméras locales, résume tout ce que signifie cette opération pour les habitants du Sahel. Un retour à la dignité. Ces moments d'émotion, vécus dans les rues d'Arbinda et ailleurs, sont plus puissants que tous les discours militaires ou politiques. Ils rappellent que derrière chaque chiffre, chaque bilan, il y a des vies humaines, des familles, des enfants qui peuvent enfin se sentir en sécurité. Ces images restent gravées dans la mémoire collective du Burkina Faso et de toute la région. Le nom d'Ibrahim Traoré, désormais synonyme de souveraineté retrouvée et de courage, résonne comme un symbole d'espoir pour un avenir meilleur. Mais ce n'est pas la fin du voyage. L'histoire de la reconquête, symbolisée par des gestes simples mais puissants, comme l'accueil des soldats par la population, est loin d'être terminée. Elle nous rappelle que la véritable victoire réside dans les petites victoires quotidiennes de ceux qui, comme les habitants d'Arbinda, reconstruisent leur vie dans la paix et l'espoir.